Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau cours qui porte sur la notion de cohésion des solides ioniques et moléculaires. Plantons le décor, prenons à gauche du sel alias chlorure de sodium, prenons à droite du sucre de table alias saccharose et on va essayer de comprendre pourquoi ces solides sont solides. Autrement dit, on va essayer d'interpréter la cohésion de ces deux solides et autrement dit, on va essayer de comprendre comment et pourquoi ça tient. Alors pour répondre à cette question fil rouge, je vous propose de décomposer ce cours en plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, on va s'intéresser à la polarité des liaisons covalentes et à l'électronégativité des éléments. N'ayez pas peur et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît, merci. Deuxième vidéo, on va s'intéresser au caractère polaire d'une molécule. On va enfin répondre à la question fil rouge en interprétant la cohésion des solides ioniques et moléculaires dans une troisième capsule. Et puis on va aller un peu plus loin puisqu'on va faire un feedback sur une notion qui vous est familière depuis la classe de seconde, la notion de dissolution. On fera un zoom à l'échelle microscopique de cette technique, la dissolution. Alors, polarité des liaisons covalentes et électronégativité des éléments. Donc les mots énigmatiques, c'est polarité et électronégativité. Donc prenons deux atomes qui nous sont familiers, l'hydrogène et le chlore. On va les associer pour former une molécule, chlorhydrogène. Donc pour cela, on le sait, ils vont mettre chacun en commun un électron périphérique, autrement dit, ils vont former une liaison covalente. Si on se place dans une représentation de Lewis, on se doit d'indiquer aussi les doublets non liants, mais je vous rassure, ce n'est pas les doublets non liants qui vont nous intéresser ici. Notre attention va se porter sur la liaison covalente qui est représentée ici par un trait orange. Alors, dans les chapitres précédents, donc on avait parlé des liaisons covalentes, mais je ne vous ai pas tout dit. Non pas que je vous cache la vérité, c'est juste qu'on va essayer d'aller progressivement dans l'accumulation de nos connaissances. En fait, le chlore va avoir tendance à attirer vers lui la couverture électronique que constitue la liaison covalente. C'est comme si les électrons de la liaison covalente étaient délocalisés davantage vers le chlore. En effet, on dit que le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la conséquence de cela? Si on fait un zoom sur cette molécule, on pourrait constater que localement, sur le chlore, on aurait donc un excès de charge négative, une charge partielle négative, d'accord? Et à contrario, l'hydrogène, lui, il aurait un défaut de charge partielle négatif. Autrement dit, il aurait un défaut de charge partielle, cette fois positif, cet excès. D'où la valeur delta+. Même valeur, mais de signe contraire. Alors, cette lettre, se dit delta, ça correspond à une charge partielle. J'aurais dû rajouter locale, pour bien dire que c'est localisé au niveau donc, des atomes concernés. Et c'est une fraction de la charge élémentaire, 1,60 10-19 coulombs. Ce qu'il faut retenir, c'est que la molécule, elle reste électriquement neutre. C'est un petit peu comme si on prenait une pièce, dans le rôle de la molécule, que je mets un inconnu dans un coin de la pièce, une rockstar à l'autre bout de la pièce, et puis qu'entre les deux, on met une foule d'ados. Les ados vont davantage se délocaliser vers la rockstar. Ainsi, vers la rockstar, il y aura un excès d'ados, et puis vers la personne inconnue, il y aura un défaut d'ados. Vous avez bien compris ici, ça correspondrait à l'excès de charge négative, et puis donc un défaut de charge négative, autrement dit un excès de charge positive. Donc delta, ce sont des charges partielles locales qui sont telles que la somme, ça fait toujours 0, puisque la molécule est électriquement neutre. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est comme si localement il y avait un pôle négatif, d'accord, une charge électrique négative sur le chlore, une charge électrique positive sur l'hydrogène, comme s'il y avait un pôle plus, un pôle moins. Et c'est comme si la liaison, finalement, elle se retrouve avec deux pôles de charge de signe contraire. Donc la liaison est polarisée, on parle d'une liaison covalente polaire. Donc polaire, ça veut dire donc que chaque atome est caractérisé par une charge partielle locale de signe contraire. Alors comment on peut savoir si le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène, etc. Un chimiste très important dans l'histoire de la chimie, Pauling, va répondre à cette question. D'ailleurs, il a obtenu le prix Nobel en 1954, notamment pour ses travaux sur la liaison chimique. Et puis un peu plus tard, en 62, je crois, il a reçu donc le prix Nobel de la paix pour avoir dénoncé l'usage de l'arme nucléaire. Alors, comment il définit l'électronégativité? Eh bien, il dit que ça mesure la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons d'une liaison covalente. Alors,
Et finalement, qu'est-ce qu'il va proposer, au-delà de la définition? Il va proposer d'assimiler, enfin d'associer, pardon, à chaque élément chimique de la classif périodique une valeur, donc ce seront des valeurs relatives. Donc ainsi, le long alors ces valeurs ne sont pas à prendre par cœur, hein, bien évidemment, hein, elles sont en général données dans l'énoncé. Ce qu'il faut retenir, c'est quand on monte le long d'une colonne, l'électronégativité augmente, et puis quand on va parcourir une série, hein, c'est-à-dire une ligne de gauche à droite, l'électronégativité est également croissante. Donc ça veut dire que l'élément le moins électronégatif se trouve en bas à gauche, c'est le francium, de la classif périodique, et puis en haut à droite, on a donc l'élément le plus électronégatif. On peut repérer la position du rebelle d'hydrogène. On peut voir que son électronégativité, c'est 2,1 à comparer à 2,9 pour le chlore. Donc il y a bel et bien une différence d'électronégativité comme on l'avait sous-entendu dans la diapositive précédente. Et puis, même si ce n'est pas à prendre par cœur, il me semble pertinent de repérer les électronégativités du carbone, de l'azote et de l'oxygène avec l'hydrogène, puisque ce sont des éléments qu'on retrouve très souvent en chimie, en particulier en chimie organique. Regardez, l'électronégativité du carbone et de l'hydrogène sont un petit peu proches. En revanche, la différence avec celle de l'azote et de l'oxygène, bon, bah, c'est davantage croissant. Autre parenthèse, si je regarde l'électronégativité du sodium qui vaut 1, elle est très petite par rapport à celle du chlore qui vaut quasiment 3. On va mémoriser ces valeurs pour la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a une molécule diatomique, mais avec les deux mêmes atomes? Bah, comme il y a les deux mêmes atomes, il n'y a pas de différence d'électronégativité. La liaison covalente n'est donc pas délocalisée, entre guillemets, hein, la couverture n'est pas délocalisée, elle est bien équitablement répartie entre les deux atomes de la liaison. À ce moment-là, il n'y a pas de pôle plus, pas de pôle moins. On dit que la liaison covalente est apolaire, A, hein, donc privée de caractère polaire. Je ne reviens pas sur l'exemple du chlorure d'hydrogène, où la liaison covalente était polaire. Et qu'est-ce qui se passe si on prend deux éléments chimiques avec une très grande différence d'électronégativité? C'est le cas par exemple du sodium et du chlore. Rappelez-vous, hein, 1 pour le sodium, quasiment 3 pour le chlore. On pourrait se dire, le chlore, une fois de plus, va attirer vers lui la couverture électronique. Bien plus que ça, il va tellement l'attirer qu'il va se l'accaparer. Ainsi, il va récupérer donc son électron, ça c'est sûr, mais il va surtout aussi récupérer l'électron du sodium. Il va donc se retrouver avec une charge négative en excès, donc l'électron du sodium, et puis le sodium, lui, il aura perdu un électron, il va donc se retrouver avec un défaut de charge négative, autrement dit un excès de charge positive. Attention, ce ne sont pas des charges partielles, hein, ce n'est pas des fractions de charge élémentaire, ce sont bel et bien des charges élémentaires entières. Donc ici, ça sera moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, et là, ce sera plus 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc du coup, on ne peut plus parler de liaison covalente, puisqu'il n'y a plus cette mise en commun d'électrons, puisque le chlore, c'est tout gardé pour lui, entre guillemets. On parlera de liaison ionique. Pardon. Donc je pense que vous avez déjà compris que cette stabilité entre le sodium et l'atome de chlore, l'ion sodium et l'ion chlorure, elle va être assurée par la force de Coulomb, mais j'en dis pas plus, puisque ce sera l'objet des prochaines vidéos. Alors comment on peut savoir, nous, élèves de première, si le chlore va tout prendre ou prendre partiellement la couverture électronique? Bon, vous l'avez compris, pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir raisonner sur la différence d'électronégativité des deux atomes impliqués dans la liaison. Si la différence est nulle, voire faible, donc on va dire pour nous, pour juste se mettre des valeurs chiffrées, 0 ou jusqu'à 0,4. Donc 0, c'est le cas du dihydrogène, eh bien la liaison covalente est apolaire. Alors si c'est 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, comme par exemple, rappelez-vous, entre le carbone et l'hydrogène, il y avait une différence de 0,4. Alors je ne veux pas dire que c'est une liaison qui est apolaire, mais elle peut être assimilée comme une liaison apolaire. Si la différence donc, est moyenne, entre 0,4 et 2 par exemple, si c'est le cas par exemple pour le chlorure d'hydrogène, on parlera d'une liaison covalente polaire. Donc maintenant, allons plus loin. Si jamais votre différence d'électronégativité entre les deux atomes étudiés impliqués dans la liaison est bien plus grande que 2, est importante, à ce moment-là, vous l'avez compris, c'est le cas par exemple du chlorure de sodium. Le chlore a carrément récupéré toute la couverture électronique pour lui. On parlera donc d'une liaison ionique. Alors à noter que quand on a des solides constitués donc de liaisons ioniques, on parlera de solides ioniques ou encore de cristaux ioniques, ce sont des synonymes.
Voilà, donc ça c'est pour un peu planter le décor, et puis donc par la suite on va surtout voir qu'est-ce qui se passe si on a des molécules, non pas diatomiques, mais des molécules faites de plus de 2 atomes. Ce sera l'objet donc de la prochaine vidéo. Je vous dis donc à bientôt.